Merci Catherine. Je vous propose maintenant de passer à une nouvelle séquence qui est une table ronde sur le guide jeune de l'enseignement supérieur jusqu'au monde du travail. Pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Alice Duval, qui est responsable diversité, équité et inclusion et adjointe à la vie étudiante de l'OM Normandie. Je vous en prie, vous pouvez l'applaudir. Ainsi qu'Alexis Planck, qui est International Campus Manager à la direction du recrutement de la Société Générale. Merci à vous d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Alors, on vient de découvrir ensemble les grands enseignements de ce guide jeune, ses constats, ses recommandations et finalement ses pistes d'action tournées vers l'avenir. Alors personnellement, en faisant tout ce travail, à la fois sur l'enquête qu'on a réalisée au mois de juin sur l'inclusion des jeunes LGBT+, qu'on a nommé Parcours Jeunes, et ce guide, j'ai notamment été saisi par le chiffre de un jeune LGBT+ sur 4 a été victime de comportements LGBT-phobes durant ses études. C'est une période qui est quand même pas si longue que ça et qui est frappante dans la vie de ces jeunes, et dont 17% de ces actes étaient le fait du corps éducatif ou du corps professoral. Lorsqu'on parle de ces agressions, on parle pour les qualifier et mettre des mots sur cette réalité, c'est des moqueries, des mises à l'écart, des insultes, des menaces d'outing ou des inégalités dans l'intégration. Alice, face à ce constat, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre ressenti sur l'évolution du climat lié à l'inclusion des personnes LGBT+, notamment au sein de votre établissement, l'EM Normandie? Merci beaucoup. Alors moi, je dirais qu'on peut voir un peu deux courants. On en a un petit peu déjà parlé dans l'autre table ronde. Mais il y a quand même un courant assez positif général, plutôt au niveau de la société. On le voit, il y a beaucoup plus de personnes, et notamment des personnalités publiques, qui font quand même leur coming out, qui parlent ouvertement, par exemple, de leur homosexualité. On le voit aussi dans la pop culture, il y a beaucoup plus de séries, de films, où il y a des personnages homosexuels qui ont des rôles plus importants et qui sortent un petit peu des stéréotypes habituels. Donc ça, clairement, ça fait du bien. Et nos étudiants sont très influencés par tout ça. Au-delà, bien sûr, de la société, au niveau de nos établissements, en fait, le fait qu'on ait, nous, des injonctions, et c'est très bien, justement, pour favoriser l'inclusion des personnes LGBT+, en fait, ça fait qu'on met en place des mesures qui deviennent clairement normales pour les élèves, pour les étudiants. Donc, en fait, ils baignent un petit peu dans un environnement, au fur et à mesure des années, beaucoup plus inclusif. Donc, c'est déjà de très bonnes choses, je trouve, dont on peut être fier. En parallèle de tout ça, on le voit depuis peut-être 5 ans, peut-être un petit peu plus, mais au niveau même des associations étudiantes, on voit de nouvelles associations étudiantes émerger qui n'auraient jamais vu le jour avant. Donc il y a quand même des choses très positives, je trouve, et des messages envoyés, notamment au niveau des personnes LGBTQIA+, qui sont très positifs. Je vais quand même nuancer, voilà, il faut, parce que les chiffres quand même annoncés sont sont très très inquiétants, je trouve. Et la réalité d'aujourd'hui, c'est qu'en 2025, être une personne LGBTQIA+, c'est encore un risque, en fait. Voilà, que ce soit par des agressions, des discriminations, des violences, ça peut aller très très loin, évidemment. Enfin, c'est quand même en effet désastreux. Au niveau de nos établissements, évidemment, voilà, on a une cellule de signalement qui nous permet d'avoir une visibilité sur ce qui se passe, mais encore une fois, c'est la partie un petit peu visible de l'iceberg. Donc certains, en effet, osent faire des signalements. Et je pense que beaucoup encore, malheureusement, n'osent pas franchir ce pas parce qu'ils s'estiment en effet pas légitimes de le faire. Donc je pense qu'en effet, il faut être très très vigilant et on peut très vite basculer. J'en profite aussi sur le rôle des professeurs. Dans les chiffres, en effet, il y a un pourcentage, je crois que c'est 17%, 17% voilà, où on peut voir que les professeurs ont une réelle influence et peuvent avoir des propos LGBT-phobes. Et ça, en tout cas, je pense que dans nos écoles, les universités, c'est pas possible en fait. Ils ont justement ce rôle de sachant, ils partagent leur savoir et il faut clairement qu'ils soient alignés, en tout cas, avec les valeurs de l'école. Donc, par exemple, à l'UM Normandie, on va mettre en place des choses pour que leur alignement aille jusqu'au bout et aille notamment lors de leurs cours et lors de leurs discours qu'ils peuvent avoir auprès des étudiants. Donc ça va passer par de la formation, par des modules, par des conférences. Voilà, on met en place des choses, mais il faut être extrêmement vigilant, en effet. Merci beaucoup.
À travers ce guide, nous mettons aussi en avant le passage de ces jeunes LGBT+, de l'enseignement supérieur vers le monde professionnel. Alors le monde professionnel, on y accède par des stages, des alternances, différentes formes d'expérience professionnelle avant de l'intégrer. Et selon justement l'enquête Parcours Jeunes qu'on a pu mener au mois de juin 2025, 60% de ces jeunes estiment que le monde du travail n'est pas LGBT-friendly. Alors j'imagine Alexis que ce chiffre vous interroge. Et est-ce que vous pouvez nous parler justement du ressenti, de votre ressenti face à cette appréhension des jeunes? Est-ce que c'est des éléments que ces jeunes vous communiquent? Et comment essayez-vous justement de l'atténuer, notamment au sein de vos missions, au sein de la Société Générale? Alors déjà, oui, il me surprend ce chiffre, désagréablement. Moi, mon job, je travaille avec une douzaine d'écoles de commerce en France, actuellement avec la Normandie, avec une dizaine à l'international. Et pour être honnête, ils s'en ouvrent assez rarement. J'ai un exemple en tête, et Anne-Sophie, vous en avez parlé, c'était plus que l'entreprise, c'était une potentielle expatriation, le fait d'être en risque sur un territoire particulier, par exemple. Donc, sinon, ils en parlent assez peu. Je vais illustrer aussi par une anecdote pardon, un peu plus personnelle où, quand j'étais étudiant, donc ça remonte un peu, il y a 25 ans, j'ai une de mes meilleures amies qui, et Catherine l'avait évoqué aussi tout à l'heure en parlant des violences intrafamiliales, qui au moment où elle annonce qu'elle est lesbienne, sa mère lui dit on va aller voir un médecin, et son père la met dehors. Ça fait que moi, elle avait vécu chez moi quelques semaines, et honnêtement, depuis, je pensais que du chemin avait été parcouru, je pensais que le travail avait été fait, et j'avais pas conscience de ces éléments, de ces chiffres. Et c'est à la lecture d'un baromètre de l'autre cercle, là, il y a 3-4 ans, que vraiment ça m'est revenu pleine face, en me disant, ok, le travail, il n'est pas fait, et on a eu cette démarche auprès des écoles, des étudiants, peut-être d'en parler plus, parce que spontanément, eux, et on est peut-être le reflet aussi de cette société, hein, et s'ils ont une appréhension, ils ne vont pas, quand ils viennent nous solliciter pour un stage, une alternance, et ils sont en position un peu de demandeur, ils ne vont pas tout de suite, en tout cas, ils ne se sentent pas à l'aise pour en parler aussi spontanément, donc ils ne le font pas aujourd'hui. Merci. Comme on aime souvent dire à l'autre cercle, faire c'est bien et faire savoir qu'on fait, c'est bien aussi, puisque effectivement, quand on réalise des actions et on est engagé, comme vous pouvez l'être à la Société Générale, on n'a pas à se cacher sur cet engagement et cette visibilité. Aussi, pour justement, on l'a beaucoup évoqué, la communication sur les mesures mises en place est importante. Alors, ce guide jeune, il donne de nombreuses recommandations également aux établissements d'enseignement supérieur sur l'inclusion LGBT+. Et une des recommandations, c'est notamment justement sur le choix, ou en tout cas le conseil de ces jeunes sur leur parcours professionnel et sur l'écosystème professionnel et les employeurs avec lesquels ils vont travailler. Alice, au sein de l'EM Normandie, l'engagement en faveur de l'inclusion LGBT+, des employeurs avec qui vous travaillez, est-ce que c'est un critère qui est notable? Est-ce que c'est des choses que vous regardez lorsque vous louez des partenariats d'entreprise ou que vous aiguillez vos jeunes vers leurs premières expériences professionnelles? Alors, complètement. Encore une fois, on ne signe pas une charte pour rien. Il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Donc pour nous, justement, s'associer à des entreprises engagées au niveau de la RSE d'une manière générale, c'est extrêmement important. Surtout que nos étudiants, les étudiants d'une manière générale, sont très demandeurs de sens, de bien-être au travail. Maintenant, c'est vrai que c'est un réel critère. Donc pour nous, on a tout intérêt à justement valoriser des entreprises qui s'engagent sur ces sujets-là. Donc clairement, quand ils viennent nous demander, donc oui, bien sûr, on les conseille sur des entreprises voilà, qui nous paraissent être plus adaptées pour eux, pour certains profils, par rapport à leurs demandes, etc. Et ça me rassure parce que par rapport aux recommandations qui sont faites dans le guide jeune, on est plutôt pas mal dans le sens où on leur dit, en fait, allez voir le site internet de l'entreprise, allez voir les réseaux sociaux. C'est tout bête, mais s'il n'y a même pas un paragraphe sur l'inclusion des personnes LGBT+, red flag, voilà. Attention. donc, oui, évidemment, c'est important. Et puis, je pense que notre rôle aussi, en effet, c'est de former des managers, les managers de demain qui ont un impact positif sur la société. Donc, autant valoriser les entreprises qui rentrent un petit peu qui ont ces mêmes valeurs en fait qu'on peut avoir. Et j'en profite effectivement, euh, notamment les grandes entreprises ont tous des rapports extra-financiers. Alors, c'est des documents qui sont
assez large, mais par contre, on a des outils d'IA générative maintenant qui peuvent être utilisés à bon escient pour demander justement d'aller analyser les engagements LGBT+ d'un employeur, puisque les mots-clés ressortiront et vous pourrez vérifier justement si l'employeur que vous ciblez s'engage sur ce sujet. À noter également que l'ensemble des signataires de la charte d'engagement de l'autre cercle et des établissements d'enseignement supérieur sont publiés sur notre site depuis la création de la charte en 2013. Et donc, n'hésitez pas à consulter cette liste. Voilà, on publie toujours de façon, on communique toujours de façon publiquement sur les signatures et les resignatures. Et effectivement, c'est arrivé. Alors, soit parce que la structure juridique est disparue ou parce que l'employeur n'a pas souhaité se réengager, on a supprimé on n'a pas resigné des établissements et on les a supprimés de notre site. Et vous pouvez, si vous voulez vous amuser à comparer la liste de 2013 à la liste d'aujourd'hui, vous verrez qu'il y a des entreprises qui manquent. Alors on ne fait pas du name shaming parce qu'on n'est pas dans cette philosophie-là à l'autre cercle, on est vraiment dans une philosophie d'accompagnement. Mais par contre, on a vraiment pleine transparence sur les entreprises qui s'engagent et celles qui peut-être retirent leur engagement. Alors, Alexis, justement, le guide jeune regorge de recommandations à destination des employeurs. L'une d'elles est pour l'employeur d'afficher ouvertement son engagement en faveur de l'inclusion sur les offres d'emploi, les forums, et puis finalement les différents endroits auxquels vous êtes en contact des étudiants. À travers justement vos missions au sein de la Société Générale, est-ce que c'est des éléments que vous mettez en avant? Est-ce que c'est une thématique qui peut intéresser les jeunes, peut-être aussi dans les discussions que vous pouvez avoir sur les campus, les forums étudiants ou autres? Alors, j'ai pas lu les 10 recommandations, mais sur celles que Charles a citées, on est pas trop mal. Pour répondre à votre question, effectivement, on souhaite être un employeur engagé qui certifie, qui donne un environnement propice pour accueillir un environnement équitable, un environnement inclusif. Et c'est d'ailleurs indiqué sur l'ensemble de nos offres, que ce soit de stage, d'alternance, de CDI, de VIE, que justement cette diversité, elle est bien, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, elle est bienvenue. Donc oui, on agit là-dessus. On essaye aussi en interne de sensibiliser, de former, de donner je vais dire des billes, c'est pas le mot heureux, mais voilà, des guides de conversation par exemple, pour comment accueillir quelqu'un qui fait son coming out dans votre équipe pour un manager. Et puis on a la chance d'avoir le RG Thierry en tête a été cité tout à l'heure, mais c'est important de rendre visible aussi les actions qu'ils peuvent faire. Et on a la chance également d'avoir au sein du comité de direction 2 co-sponsors justement sur l'inclusion des personnes LGBT+, et qui sont très pushy pour porter ce message. Et clairement, quand ce message est porté par la direction, ça ruisselle et ça donne une certaine visibilité. Peut-être également, est-ce que vous auriez un message à faire passer aux représentants et représentantes des établissements d'enseignement supérieur sur l'importance de former les jeunes sur ces questions d'inclusion en tant qu'entreprise et grand employeur en France, pour vous, dans le recrutement des futurs talents de demain, est-ce que voilà, vous regardez que finalement la formation sur le métier au sens tel de la personne, vous avez aussi de plus en plus tendance à regarder l'écosystème, les cours aussi qu'on peut parfois qualifier d'annexes au parcours auxquels ont été formés ces jeunes. Alors, je crois que ça a été dit également, hein, mais déjà, nous, on ne considère pas que c'est une école qui fait l'étudiant, hein, elle le forme, elle l'accompagne, elle le fait grandir, mais c'est l'étudiant aussi qu'on recherche, c'est son profil à lui qu'on recherche. Et sur plein de sujets, la diversité en est un essentiel. On pourrait parler de la RSE aussi, où il y a des programmes qui sont très intéressants qui sont faits dans certains établissements. Mais on a eu l'occasion, nous, avec TETU Campus, par exemple, d'aller dans des établissements. Et au début, c'est vrai que la thématique pouvait surprendre quand on est venu sous forme de témoignages dans certains établissements. Mais l'accueil, je me rappelle un amphi à Toulouse, mais un autre établissement TBS où il y avait 90 étudiants dans l'amphi à qui ça parlait et qui étaient demandeurs, et ça faisait écho justement au pourcentage, je crois que c'était 58 qui disaient ne pas avoir eu d'informations au cours de leur parcours. Je pense qu'ils sont demandeurs. Effectivement, dans l'enquête jeune justement que nous avons sorti au mois de juin, c'est 45% de ces jeunes qui pensent poser la question de est-ce que l'employeur lutte contre les discriminations LGBT+,
pendant leur phase de recrutement et leur entretien d'embauche. Alors ce chiffre, il nous a marqué, parce qu'effectivement, un entretien d'embauche de façon plus classique, effectivement, on pense mission et salaire. Et non, on voit que vraiment les jeunes s'engagent, ils affirment leur identité, ils affirment leurs valeurs aussi, qu'ils soient concernés ou pas par les sujets. Et finalement, parce que, comme l'a rappelé Catherine, ces jeunes-là ont des camarades de plus en plus visibles. Il y a, comme vous l'avez très bien évoqué, une représentation plus forte sur la pop culture et dans l'univers culturel qui fait qu'on a une affirmation plus grande. Juste, je parlais tout à l'heure que je travaillais en France, mais aussi à l'international. Je trouve que le sujet est plus facilement évoqué par les étudiants. J'étais à Rotterdam, par exemple, la semaine dernière. C'est plus facile, je trouve. Enfin, je viens d'avoir cette réflexion, mais que ça peut être en France, où effectivement, c'est un sujet qui est assez peu abordé par les étudiants de prime abord, en tout cas quand ils viennent nous voir. Merci. Peut-être en lien avec les recommandations du guide, est-ce que si vous deviez choisir une ou plusieurs actions que vous avez mis en œuvre à l'EM Normandie ou que vous prévoyez de mettre en œuvre dans les années à venir, laquelle ça serait? Et peut-être, je pense notamment, alors parce que vous avez la chance d'avoir cette double casquette, responsable diversité, équité, inclusion, et adjointe à la vie étudiante, quelles seraient les actions que vous mettriez en avant et que vous recommanderiez à d'autres établissements qui ne se sont peut-être pas encore engagés, mais qui sont sur le chemin de l'engagement? Alors nous, on a mis en place depuis 2021, en fait, avec le lancement justement dont a parlé Anne-Sophie tout à l'heure, pardon, lors du lancement de la plateforme Stop Harcèlement, on a mis en place des ateliers de sensibilisation à la rentrée, donc qui sont en fait proposés, et même obligatoires d'ailleurs, à tous les nouveaux étudiants qui rentrent chez nous. Donc ce sont des ateliers en présentiel qui durent 1 heure, qui abordent différents sujets, donc les discriminations, le harcèlement, les violences d'une manière générale. On parle aussi d'autres choses comme les addictions, etc. Mais là, pour vous donner peut-être quelques chiffres, en 2025, on a animé sur 5 de nos campus plus d'une cinquantaine d'ateliers qui ont duré 1 heure. À chaque fois, c'était plus d'une dizaine de personnes, de collaborateurs mobilisés. Et en fait, on voit vraiment les effets puisque, comme je le disais, les ateliers ont débuté en 2021. Parfois, quelques années après, les étudiants nous en reparlent. Ils nous disent mais oui, cette vidéo, en effet, c'est. Puis parfois, ils se souviennent de nos visages. Ils disent oui, c'est vous qui avez animé l'atelier. Donc ça marque. Ça marque. Et très clairement, je pense que le discours qu'on doit avoir dès le début d'année, il doit être très ferme. On parle, enfin, je pense qu'en tant qu'établissement, bien sûr, on a un rôle de pédagogue, évidemment. Mais on doit aussi avoir une tolérance zéro. Je pense qu'il faut qu'on soit très clair là-dessus. On a un règlement intérieur sur lequel on s'appuie, que les étudiants signent, donc ils adhèrent à ça. Donc je pense qu'il y a certaines, entre guillemets, maladresses, de l'humour, voilà, qu'il faut qu'on arrête de cautionner, absolument. Donc voilà, les ateliers de rentrée. Très bien, parce que vous l'avez rappelé aussi, votre rôle, c'est de garantir un cadre d'études inclusif. Ce cadre, il est au sein de vos locaux, mais il est peut-être aussi par extension dans les soirées étudiantes ou les moments un peu plus festifs. Et vous l'évoquiez aussi, les actions que vous avez réalisées sur la formation des associations étudiantes de votre fédération, c'est ça? C'est à quel moment, depuis quand vous avez débuté ces actions et aujourd'hui où vous en êtes sur la formation un peu des jeunes qui prennent aussi une forme de responsabilité puisqu'ils encadrent d'autres jeunes dans l'engagement? Alors sur la formation des étudiants, j'ai pas l'année exacte, je l'ai pas en tête, mais je pense que ça fait bien peut-être 3 ans, 3-4 ans qu'on met ça en place. Et ce qui est intéressant, c'est que notre fédération des étudiants s'est complètement emparée du sujet elle-même. Donc c'est la fédération qui organise justement les formations, qui demande voilà, aux bureaux étudiants, les BDE, etc., d'être présents. Et je, je voulais rebondir aussi tout à l'heure sur une chose qui avait été dite, comme quoi le fait d'imposer une formation, parfois, ça pouvait avoir un effet un peu contre-productif. Et je comprends complètement la logique. Mais malgré tout, les questionnaires de satisfaction à la fin des formations sont très révélateurs. C'est que voilà, on a des moyennes de satisfaction de 4,7 sur 5. Enfin, voilà, les chiffres sont quand même très satisfaisants. Donc, je pense que malheureusement, comme par exemple pour l'égalité femmes-hommes ou des choses comme ça, on doit parfois passer par des choses obligatoires, voilà, au tout début en tout cas, pour faire entrer un petit peu des bonnes pratiques et des mœurs qui nous paraissent les plus adaptées. Donc non, la formation, en tout cas, ça marche très très bien.
Et au-delà de ça, donc nos associations, par exemple, lors des événements un peu festifs, entre guillemets, à risque, ont mis en place des care teams. Donc, ce sont des étudiants qui sont identifiables via des brassards. Et donc, ce sont ces étudiants-là qui sont formés, justement, notamment aux violences sexistes et sexuelles, et qui peuvent justement accueillir les étudiants en difficulté lors des soirées, les rediriger, bien sûr, parce que ils ont une formation, certes, mais on ne va pas leur demander voilà, de recueillir une parole, d'accompagner, voilà, d'être dans toute cette démarche-là. Je pense que ça reste de la responsabilité de l'établissement. Mais voilà, la réalité est là aujourd'hui. C'est parfois plus facile de parler à un père, PAIR, qu'à quelqu'un de l'administration, clairement. Donc voilà, c'est un excellent levier en tout cas. Merci effectivement pour souligner, ça fait partie de nos recommandations à l'autre cercle de multiplier les canaux de remontée et finalement les capteurs un peu des situations qu'il pourrait y avoir. Alors il faut évidemment le canal officiel qui est la plateforme de lutte contre les discriminations, de remontée des cas de harcèlement et de discrimination, le ou la référente associée, mais aussi on met en avant le rôle des réseaux LGBT+ internes aux entreprises, le rôle des associations étudiantes, puisque c'est des acteurs auxquels on peut plus facilement s'identifier. C'est des acteurs aussi auprès duquel on a l'impression que la rumeur sera peut-être moins présente, alors à tort ou à raison, mais effectivement, on peut avoir en tête que lorsqu'on ne connaît pas un service, une direction associée, la rumeur va vite circuler dans un établissement ou au sein d'un employeur, alors même qu'évidemment, il y a des engagements de confidentialité assez importants qui ont été pris et qui ont bien évolué d'année en année. Juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, notamment sur les ateliers de rentrée, parce qu'effectivement, je vois depuis 2021, je pense vraiment que les écoles dans leur ensemble ont pris le sujet, notamment sur les VSS, assez sérieusement. Et j'avais assisté dans une école de commerce en France, une sorte de fresque sur les VSS, typiquement sur toute une promo entrante, qui est plusieurs centaines d'étudiants. Ils avaient fait passer sur des ateliers de 4-5 en associant telle dérive. On parlait des soirées étudiantes, des week-ends d'intégration. C'est quoi la sanction civile, voire pénale, y compris dans le code du travail, si vous le faites durant votre stage ou ce genre de choses. Donc clairement, il y a eu une prise de conscience et des actions qui ont été mises en place. Merci. Et justement, Alexis, en miroir, au sein de la Société Générale, quelles recommandations ou quelles actions fortes vous avez mis en place ou vous projetez de mettre en place dans les années à venir? Alors, ce qui a été mis en place, encore une fois, grâce à l'ERG et au sponsoring des membres de la direction, mais c'est le partage d'expériences par des rôles modèles. Et alors, je crois qu'on est sur l'ancien campus de Polytechnique, mais pour le coup, il y a 2 ans, on est allé avec Alexandre Mémat, donc membre du comité de directeur de Société Générale, qui a fait son coming out il y a 4 ans, je crois, d'abord sur LinkedIn, et qui ensuite est allé parler de son parcours de vie à des étudiants. On était dans un amphi comme celui-là, devant une quarantaine d'étudiants, et on voyait que ça leur parlait. En fait, c'était pas neutre, c'était vraiment important. Et je me souviens également de la responsable DEI qui à la fin est venue en larmes en nous disant: ça fait 2 ans que j'essaye de faire ce genre d'événement, voilà, école d'ingénieur, pas facile, école militaire, pas facile, et voilà, donc je crois qu'il y a encore du chemin à faire, mais ça y avait participé. Donc si on peut poursuivre ça, et en interne, inciter aussi des collaborateurs à devenir rôle modèle pour justement continuer ce partage d'expérience. Et pour souligner ce que vous dites, je trouve intéressant de mettre en avant aussi une mesure que vous avez mise en place. Alors notamment, il y a Thierry et votre ERG LGBT+, c'est le reverse mentoring, puisque le mentoring, c'est important, des personnes seniors, d'autant plus des personnes seniors et visibles en étant homosexuels et LGBT+, enfin de dire aussi qu'on peut avoir une forme de réussite professionnelle ou personnelle. C'est important pour que ces jeunes puissent s'identifier et puissent trouver, voilà, avoir des récits aussi positifs. Parfois aussi, on entend beaucoup parler sur ce sujet de cas de discrimination. Nous, on affirme aussi qu'il y a des parcours positifs et ça amène à des événements de vie et des événements professionnels intéressants. Reverse mentoring qui avait été fait au niveau de la direction générale du groupe, notamment, qui avait été très marqué. Et ça avait eu on parlait d'impact tout à l'heure, ça a eu un vrai impact. C'est peut-être aussi un moyen de souligner que les jeunes ont aussi d'autres compétences, peut-être parce qu'ils sont plus à l'aise, de par, on l'évoquait, on fait le lien avec la pop culture sur ce sujet, et donc ils ont aussi cette capacité de mentorer, de reverse mentorer, aussi des dirigeants ou des dirigeantes au sein d'une grande entreprise comme la Société Générale. Merci à tous et à toutes pour avoir écrit cette table ronde, et je vous propose d'accueillir encore une nouvelle fois nos intervenants et intervenantes.